il y a clairement, au-delà d'une hausse des incidents liés aux armes à feu, il y a une hausse au cours des dernières années de l'accès aux armes à feu. Ouais. Tu sais, dans le sens que c'est plus facile que jamais de se trouver un gun illégal. Tu considères toutes les transactions qui ont eu lieu sur son site. Alexandre Cazes, c'est peut-être le plus grand trafiquant de drogue de l'histoire du Canada. C'est comme, on a assez entendu parler de ces gens-là pour leur donner comme ce micro-là. Ben, je m'excuse, mais on a parlé d'eux, mais on leur a pas tant donné le micro. Dans le sens, on était là, c'était mur à mur dans les médias. Mais rarement, on leur tendait le micro puis on leur disait « Hey, pourquoi vous êtes là? » Genre, sans... au-delà de juste des images de gang de drôle dans un spa. Yes sir, what's up tout le monde? Bienvenue au What's Up Podcast. J'espère que vous avez passé une belle fin de semaine. Tout le monde avec la longue et belle fin de semaine. On a eu de belle température. Cette semaine, qui qu'on soit comme invité, c'est nul autre que le journaliste Simon Coutu, que j'ai adoré le recevoir, Simon. Pour vrai, j'adore ce journaliste-là. J'adore sa rigueur, j'adore son impartialité. J'aime tous les sujets qu'il choisit de faire dans ses reportages, dans ses documentaires, dans ses séries de cul. Je vous encourage tout le monde à aller écouter tout ce qu'il a fait parce que c'est ça dans le podcast. On parle beaucoup de ça. On parle aussi de son dernier série de cul qu'il a faite qui est L'arme du crime. Mais aussi on parle beaucoup de journalisme. On parle beaucoup de... c'est ça, vous allez découvrir dans le podcast. Puis tu sais, j'invite tout le monde qui aime pas trop les journalistes pour peu importe la raison. Ben je vous invite à l'écouter au complet le podcast puis à pas trop juger d'avance parce que vous allez risquer d'être surpris. Fait que bref, un gros merci à Simon Coutu d'être venu sur le podcast. Juste avant que je vous laisse l'écouter, j'aimerais dire encore une fois un gros merci à mes commanditaires et j'ai nommé procafetière.ca et les cafetières Bellucci. Les excellentes cafetières Bellucci. Si vous ne savez pas c'est quoi, si vous aimez le café, hein, vous aimez ça, qu'est-ce qui est la plus mauvaise façon de commencer une journée? C'est avec un café de marde, avec une cafetière qui veut pas fonctionner. Fait que si vous voulez bien commencer la journée, commencez avec les cafetières Bellucci et allez l'acheter au procafetière.ca. Pour toute commande de plus de 75$, il offre la livraison gratuitement. Puis j'en profite aussi pour vous plugger le mélange WhatsApp. Hein? Je suis rendu avec mon café. Hein? Avant, dans le temps, je vendais au gramme. Maintenant, je vends au kilo. Fait que allez vous procurer le mélange WhatsApp. Le lien va être dans la description du commentaire. Et si vous utilisez le code promo JER20, vous allez avoir 20% de rabais. Puis juste encore avant que je vous laisse écouter le podcast, juste vous rappeler que si vous voulez me supporter dans mon podcast, devenez membre au patreon.com/whatsappodcast. C'est pas cher pour vous autres. Ça fait toute la différence pour moi. Ça vous permet d'écouter tous les podcasts d'avance. En plus, ça m'aide financièrement. Ou sinon, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Hein, cliquez sur s'abonner. Laissez un petit thumbs up. Laissez un petit commentaire. Hein, écrivez journalisme. Hein, écrivez journaliste dans les commentaires. Ça va m'aider avec l'algorithme. Sinon, c'est ça. Je suis en show, en spectacle le 14 juin avec mon spectacle Maturisé à Bécomo. Les billets sont disponibles au jeralin.com. Sinon, sur ça, je vous souhaite un excellent podcast et on se voit la semaine prochaine, tout le monde. Ciao! Fait que, what's up tout le monde? Bienvenue au What's Up Podcast. Cette semaine, je suis super content de le recevoir. Journaliste à Radio-Canada, c'est lui qui est derrière les projets, entre autres, Conviction, Cannabis illégal, Rap carcéral, puis aussi un reportage sur le skatepark de Boucherville. Ouais, j'ai su que c'est toi qui étais derrière ça. Ouais, ça fait un bail, ça. Ouais. Le journaliste Simon Coutu, ça va bien, mon gars? Salut, ça va très bien. Merci de me recevoir. Hey, merci à toi d'être là. Puis en plus, ça tombe bien que tu sois là parce que, c'est ça, je veux te parler de ton dernier projet que tu as fait, de la série documentaire L'arme du crime. Oui. Qui a de l'air vraiment très bon. Tu sais, moi, j'ai pas voulu l'écouter tout de suite parce que je voulais vraiment te recevoir avant puis d'avoir toute la surprise en t'écoutant parler. Mais ça a l'air vraiment ça coche puis tu as eu vraiment des très bonnes critiques ouais, ça a bien été. Ouais. de ça. Fait que
c'est ça, comment que le sujet t'est venu? L'arme du crime? Ouais. En fait, ça fait une couple d'années que je m'intéresse à cette question-là des armes à feu illégales. T'sais, on l'a vu, là, malheureusement, il y a eu pas mal d'incidents au courant des dernières années, surtout depuis la pandémie, en lien avec les armes à feu à Montréal, au Québec aussi. À Québec, ça a brassé aussi là, récemment. Ouais, 2021, là, ça a commencé. Ouais, c'est ça. Puis il y avait clairement un défi journalistique, là, parce que, tu sais, justement, vu qu'il y avait beaucoup d'attention policière sur la question des armes à feu, ben, il y avait beaucoup de chaleur, là. Donc, le criminel voulait pas nécessairement parler de cette chose-là, en fait, d'armes à feu. Puis, malheureusement, comme je le disais, c'est un peu l'actualité qui nous a poussé à travailler là-dessus. Là. C'est vraiment comme je m'intéresse souvent aux questions de mon interlope, là, puis ça, c'était un peu le sujet de l'heure. Là. Ouais, ben c'est ça. Ben, parce que j'ai vu que tu avais fait quand même plusieurs petits reportages, plus courts, de genre 2-3 minutes. Puis t'as décidé quand même d'en faire finalement une série documentaire. Parce que là, t'as 4 épisodes de 45 minutes, 50 minutes environ. Hein. Ouais. L'idée, c'est vraiment faire le 360 autour de l'arme, dans le sens qu'on parle du côté des victimes, des criminels, policiers, on a des avocats, procureurs de la couronne, des familles. Des familles, c'est ça. En fait, on part même des familles, comme on a entendu parler beaucoup là, de Myriam Boundaoui, là, la jeune femme, jeune adolescente en fait de 15 ans qui est morte en 2021, qui était clairement au mauvais endroit, au mauvais moment. Elle était avec son copain, puis il y a un gars qui est arrivé, puis l'a tiré, puis c'était pas elle qui était visée, dans le quartier Saint-Léonard. Puis on a passé du temps avec sa famille. Fait que l'idée, c'était tu sais, je pense que tout le monde peut un peu s'identifier à ça, là, dans le sens, ça aurait pu arriver à n'importe qui. Puis c'est souvent ça qui est dit dans les cas de fusillade. Il pourrait avoir des victimes collatérales, il pourrait avoir des victimes innocentes qui se prendraient une balle perdue. Puis c'est arrivé avec cette jeune femme-là. Ah ouais, puis c'est triste, là. Puis tu sais, d'habitude, ça se passait un peu comme entre eux autres dans certains quartiers. Ouais. Mais là, maintenant, c'est rendu tout partout à Montréal, là, tu sais. Mais tu sais, oui, c'est clairement, tu sais, récemment, il y a comme les Rosemont, exactement, deux jeunes qui tu sais, je pense 14-16 ans, les kids, tu sais, comme qui ont tiré 2 personnes comme complètement random, là, tu sais. Puis ils ont été se planter dans un arbre avec le véhicule volé. Exact. C'est de même que ça a terminé leur vie. Exactement. C'est triste, là. C'est complètement triste. Après, tu sais, je pense qu'il faut le mentionner, le dénoncer, en tout cas, en parler. Le dénoncer clairement, mais en même temps, tu sais, on est allé à Chicago pour ce projet-là. Puis tu sais, en 2022, je pense, en fait, tu sais, c'était une vingtaine d'incidents liés aux armes à feu, de meurtres, d'homicides à Montréal. Là-bas, c'est quasiment 700, tu sais. Puis pour une population qui ressemble quand même, là, Chicago puis Montréal, il y a plus de gens à Chicago, mais pas tant que ça. Donc, tu sais, comme quand on se compare, on se console, tu sais, clairement, il y en a trop. Une mort par balle, c'est une mort de trop, mais il reste quand même que faut pas comme faire peur au monde non plus en disant que la ville est à feu et à sang. Fait que, comment que ça a commencé? Comment tu as décidé de faire ce projet-là? T'as juste commencé à savoir, maintenant, identifier de où ça venait, ces fusillades-là? Ouais, mais l'idée, vraiment, c'était de partir des familles. Okay. Des familles qui ont été touchées par cette violence-là. Myriam Boundaoui, un autre jeune originaire de Laval qui s'appelait Annie Wadi, 21 ans, qui s'est fait tirer. Je veux dire, aucun casier criminel, pas connu des policiers. Son père joue Moustapha Wadi, exactement. C'est ça, il t'a reçu chez eux. Exact. T'es allé voir 2 fois. Fait que l'idée, c'était de partir de ces familles-là. Puis ensuite aussi, c'était de parler avec les gens qui les utilisent, ces armes. Puis c'était ça le plus gros défi. Parce que c'est des gens qui n'ont pas nécessairement envie de parler, ils n'ont rien à gagner. On a parlé avec un jeune membre affilié à un groupe criminalisé. On a parlé aussi à un ancien chef de gang qui a fait grosso modo 14 ans de prison. Le gars a tiré sur
sur 5 personnes. Il y a une quinzaine d'années, puis ce gars-là, j'aurais pas pu y parler en personne si ces personnes, parce qu'ils avaient tiré pour les tuer, là. Puis il y a personne qui est mort, tu sais. Fait que c'est ça, s'il avait réussi ce qu'il souhaitait à cette époque-là, ben il serait vraiment clairement dedans en ce moment. Fait que c'était comme une perspective vraiment intéressante, malgré que l'idée, c'est vraiment pas de glorifier ce que ce gars-là a fait, ni mais c'est important de parler à ces gars-là, tu sais. D'essayer de comprendre ce milieu-là. Exactement. Ça doit être tough quand même, tu sais, si on en revient maintenant aux familles, hein, tu sais, de faire ce reportage-là, puis tu parles avec du monde endeuillé. Clairement. Ça a dû être quand même difficile. Ça a été plus difficile que à quoi je m'attendais. Ah ouais, parce que premièrement, tu sais, ce sont des gens qui ont, tu sais, qui ont éploré par tout ça, qui ont un enfant en plus. Ah, c'est pas normal de perdre ces kids comme ça. Mais c'est aussi que je pense qu'il y a bien des journalistes qui ont cogné à leur porte, puis c'est des gens qui souhaitaient avoir des réponses, même de la part du politique, tu sais. Moustapha Ouaddi, genre, il n'y a jamais un politicien qui s'est pointé chez lui pour lui offrir ses condoléances. Tu sais, très cynique, très déçu. Y a-tu un amer du système? Ouais, quand même. Puis là, on arrive, puis là, c'est comme... On arrive plusieurs mois après ces incidents-là, puis ils n'ont pas nécessairement envie de rebrasser ça dans leur vie, tu sais, ils sont comme... Puis, dans les deux cas, Moustapha Ouaddi, Annie Ouaddi et Myriam Boundaoui, c'est deux familles algériennes, puis c'est des gens qui sont venus ici pour trouver une vie meilleure, qui ont fait énormément de sacrifices, puis ils se pointent ici, puis leur enfant meurt, tu sais, sous les balles. Fait que c'est comme pour eux, ça a pas de sens, tu sais. Puis fait que oui, ça a été un défi de les convaincre. Ça a été aussi un défi après d'écouter ces gens-là, tu sais, enfin, un défi. C'était pas facile, puis c'est difficile de trouver le bon ton pour... tu sais, parce que moi, j'ai des questions à leur poser, tu sais, on fait du journalisme, etc. Puis c'est ça, garder une certaine sensibilité, puis pas devenir insensible. Ouais. Puis comment qu'on fait pour les convaincre? Tu sais, ça doit être difficile de... Tu sais, parce qu'en même temps, tu comprends, tu veux pas être intrusif, tu sais, ça reste des êtres humains qui vivent de quoi? Très, tu sais, de très fort, fait que... c'est important, je pense, que ces gens-là, justement, parlent, comme je disais, parce que j'ai l'impression que pour que ce message-là passe, faut que ça vienne de ces familles-là, dans le sens que, tu sais, c'est comme... Ça a beaucoup de poids, là. Oui, c'est ça, puis leur voix est importante. Tu sais, puis dans le cas de Moustapha Ouaddi, tu sais, lui nous le disait que les politiciens s'étaient jamais penchés réellement sur la question de son fils, puis nous, on est allé voir François Bonnardel, tu sais, le ministre de la Sécurité publique, pour lui poser des questions à son nom aussi, tu sais. Donc, l'idée, c'est aussi d'aller revoir ces gens-là pour leur offrir une espèce de piste de réponse, tu sais. On a quand même fait une enquête, puis on a fait je considère qu'on a quand même... On peut pas vider une question complètement, mais on a pas mal fait le tour de la question, tu sais, j'ai l'impression. Puis là, c'est ça, tu sais, on parle des familles que tu es allé rencontrer, mais comme tu l'as dit, tu as rencontré, c'est des trafiquants d'armes, puis tous ceux qui opèrent dans ce milieu-là. Comment qu'on fait pour, de un, rentrer en contact, puis de deux, réussir à les convaincre? C'est une bonne question dans le sens... Entrer en contact, tu l'as mentionné, j'ai fait plusieurs reportages auparavant, puis tu sais, le monde des armes à feu, c'est le monde criminel en général, dans le sens que, tu sais, il y a clairement, au-delà d'une hausse des incidents liés aux armes à feu, il y a une hausse au cours des dernières années de l'accès aux armes à feu. Ouais. Tu sais, dans le sens que c'est plus facile que jamais se trouver un gun illégal. Puis
tout ce qui est name it, là, proxénétisme, drogue, fraude, vol de voiture, whatever, tu sais, ben, puis je reprends ce que les gens m'ont dit, c'est devenu une espèce d'outil de travail, là, tu sais, dans le sens que, c'est ça, dans toutes les sphères du monde criminel, il y a de plus en plus d'armes à feu. Avant, c'était comme le chef de gang qui avait un gun, puis à la limite, les gens se le partageaient, puis c'était, il y avait peut-être pas moins de violence, mais la violence se faisait parfois avec des machettes, des couteaux, d'un 12 coupé, qui va être vraiment moins précis. Mais à cette heure, comme une arme de poing, c'est plus tant rare. C'est courant. C'est plus si rare que ça. Fait que, donc l'idée, c'est que j'avais certains contacts dans ce milieu-là. Après, comment on fait pour les convaincre? Pour une personne qui m'a dit oui, il y en a au moins une dizaine qui m'ont dit non. Donc, faut faire des approches, c'est bien des rencontres, pas de caméra, pas d'enregistreur. Il te fouille-tu? Non. Non, mais tu vois, comme... on t'avait rencontré un gars dans le bois, il y avait une cache d'armes, puis ce gars-là, il m'a pas fouillé, mais on a laissé les cellulaires il y avait pas de cellulaire, là, les cellulaires étaient dans la voiture, là, parce que... Genre, il voulait te voir, les mettre ouais, mais ça, tu sais, je veux dire, après, quand quelqu'un accepte que tu viennes filmer ce genre de truc-là, c'est bien plus lui qui a à perdre que moi, dans le sens que... Fait que la confiance est là, tu sais, c'est comme... S'il accepte de me montrer ça, c'est qu'il me fait confiance. Puis si... Donc... Puis moi aussi, j'ai confiance en cette personne-là parce que, tu sais, je veux dire... je me répète, mais elle a beaucoup plus à perdre que moi. Donc, tu sais, je veux dire, les chances que ça se passe mal sont minimes. Puis si ça se passe mal, ça risque plus de venir des autorités policières, tu sais, dans le sens. Puis moi, c'est ça, en fait, jusqu'à un certain point qui m'effraie le plus, c'est que je veux pas que cette personne-là soit dans le trouble à cause de moi. Tu sais, je veux dire, je veux pas que cette personne-là soit victime de violence par la suite parce qu'elle a trop parlé, parce que c'est un snitch, tu sais, parce que c'est vu comme ça, là, de parler à un journaliste, là, souvent, là, de plus en plus même, j'ai envie de te dire, c'est pas nécessairement l'affaire la mieux vue dans le milieu criminel de parler à un journaliste, tu sais, je veux dire, le silence est d'or, là, donc, donc c'est ça, soit victime de violence de par ma faute ou se ramasse en tôle de par ma faute, ben, moi, j'aurais pas fait mon travail comme il faut. Est-ce que tu as peur, justement, que les journalistes, les policiers viennent te mettre la pression ou pour essayer d'avoir tes contacts ou essayer de te fouiller, tu sais? C'est jamais arrivé. Pour vrai, comme j'en ai fait, j'ai fait des reportages sur la fraude, sur les armes à feu, tu sais, dans le milieu de la drogue. C'est pas la première fois. C'est jamais arrivé. Puis si ça arrivait, je donnerais rien, tu sais. Je veux dire, c'est... Puis tu sais... T'as-tu une protection? T'as-tu, genre, la liberté journalistique, c'est ça? Ben, il y a quand même... Il y a des... tu sais, Marie-Maude Denis est allée jusqu'en Cour suprême pour défendre une source, tu sais, dans l'émission Enquête, une source policière. Une source, en général, une source. Fait qu'il y a des précédents au niveau juridique, là, tu sais. Mais oui, c'est ça. Il y a des précédents, mais après, tu sais, je veux dire, il faut avoir les reins solides puis aller jusque-là. Mais moi, tu sais, j'irais jusqu'au bout, là, tu sais, dans le sens, c'est un peu notre pain puis notre beurre, les journalistes, notre crédibilité, puis cette protection des sources-là est vraiment importante. Puis c'est pour ça que lorsqu'on accorde l'anonymat à quelqu'un, on peut, tu sais, faut que ça soit d'intérêt public, faut qu'on se pose les bonnes questions parce que faut qu'on puisse aller jusqu'au plus haut possible pour défendre cette personne-là. T'sais. Qu'est-ce qu'elle a gagné, justement, cette personne-là? C'est une bonne question, man. C'est genre... Souvent, j'ai envie de dire, c'est de l'ego. C'est pas des gens à qui on demande souvent de raconter leur histoire. Fait que même si la personne est brouillée, ces personnes-là ont parfois envie de raconter leur histoire. Je pense qu'il y a parfois aussi un espèce de pied de nez, un finger à la police. Ben là. oui, c'est ça. Tu sais, dans le sens que c'est un peu...
c'est un peu baveux parfois, j'ai l'impression. Sinon, la confiance aussi, tu sais, dans le sens, c'est des gens qui m'ont déjà parlé, qui savent que s'ils me parlent, ben d'un, ils vont ça va pas les mettre dans l'eau chaude, puis aussi c'est que on va raconter la vraie patente. C'est souvent ça que je dis, c'est des gens qui regardent les reportages qui se font, moi j'ai travaillé longtemps pour Vice, qui ont regardé les reportages de Vice, qui regardent ce qui se fait sur YouTube aux États-Unis puis sur Netflix, puis sont comme, puis moi je leur dis, tu regardes ces reportages-là dans le milieu, ou ces documentaires-là dans le milieu criminel, ben si toi tu me parles pas, je peux pas la raconter cette histoire-là, puis je vais la raconter tout croche, tu sais. C'est un peu ça. Ah, ok. Fait que tu sais, il y a comme un souci de raconter le vrai. Là, Ouais, de véracité, là. Ouais. Toi, t'as-tu du genre de street cred, entre guillemets, à cause que, tu sais, ils t'ont regardé aller avec tes reportages ou... Ouais, mais il y en a, mais je veux dire, certaines personnes ont regardé mes reportages puis sont comme... Ça m'est même déjà arrivé de me faire contacter pour me dire « Yo, ça tente de voir telle patente, ah ouais? Let's go. » Surtout quand je travaillais chez Vice, tu sais, c'était... Ouais. OK. Là, tu parles, tu sais, tout à l'heure, t'es allé, genre, dans une cabane, dans le bois. Ouais. Puis c'est quoi, t'arrives là avec un caméraman, puis... Ouais. That's it. Puis est-ce que ça fait peur, ou est-ce que... Ben, comme je disais, dans ce cas-là, c'était quelqu'un que j'avais rencontré plusieurs fois avant. Ouais. Puis, ce qui m'effrayait plus, ce qui m'inquiétait, c'était qu'on a été suivi, tu sais, parce que, tu sais, on parle par communication cryptée, par signal, mais tu sais, l'erreur est humaine, t'es comme, peut-être genre, à tel moment, j'ai échappé telle information, puis ça a été intercepté par telle, tu sais, police, ou je sais pas, tu sais, puis on a été suivi, puis cette personne-là se fait prendre à cause de moi. Ça me ferait vraiment chier. Fait que c'est plus ça qui me... Et pourquoi tu te sentirais coupable? Tu sais, ça reste quand même un criminel. Ouais, mais clairement. Mais moi, j'ai quand même... Si cette personne-là m'accorde sa confiance, que ce soit un criminel, un politicien ou un... Genre, c'est ça qui te ferait de toi, ça serait de perdre la confiance. C'est ça, tu sais. Puis comme journaliste, comme je te dis, c'est pas mal la seule affaire qu'on a, notre crédibilité, tu sais, puis notre rigueur. Fait que cette personne-là se fasse prendre de par mon manque de professionnalisme. Là, ça vient un exemple parmi les autres. Personne qui veut me parler après, c'est ça. Ouais. Puis, dans quel état d'esprit qui sont ces gens-là, tu sais, qui opèrent dans ce milieu criminel-là, tu sais, ils ressemblent à qui? Tu sais, je veux dire... C'est ça qui est un peu inquiétant, en fait, avec la question des armes à feu, c'est que, tu sais, je parlais avec des gens qui m'ont dit que, tu sais, il y a de plus en plus de gens qui se procurent des armes à feu juste parce qu'ils ont peur. Tu sais, dans le sens que t'habites dans un quartier du nord-est de Montréal, il s'est passé tel incident, mais ok, non, mais là, ça va faire, là, c'est pas moi qui vais être la victime, je m'achète un gun. Puis ils ont même pas nécessairement d'ennemis, c'est juste... Non, c'est ça, qu'ils sont pas nécessairement criminellement actifs, tu sais. Fait qu'avant, c'était vraiment ce lot-là, c'est pas nécessairement tout le monde, tu sais, qui s'achète un gun. Moi, j'ai pas de gun, là. Tu sais, je veux dire, t'as-tu un gun, toi? Pose pas la question. Non, mais tu sais, j'ai pas de gun, puis j'ai pas besoin de gun, mais ce qui est inquiétant, c'est que des gens qui devraient pas en avoir besoin en ont, puis ça devient un cercle vicieux. On l'a souvent entendu aux États-Unis, tu sais, les gens sont comme, les professeurs devraient être armés parce que les gens... Tu sais, il y a de plus en plus de tueries, mais c'est un cercle vicieux. Tu sais, genre, moi, les gens ont un gun à la maison parce que, au cas, tu sais, mais si t'as un gun à la maison, ben, il y a des chances que tu l'utilises. Tu sais, c'est comme, il y a des chances que ça se ramasse dans les mauvaises mains, entre les mauvaises mains. Donc, c'est un cercle vicieux, cette histoire-là, tu sais, c'est comme... Mais c'est ça, puis là, ça vient une ligne tellement sensible. Tu sais, l'arme à feu, en tout cas, bien plus aux États-Unis, c'est sûr, là. Le problème, il est là. Ouais, mais toi, y a-tu une ligne directrice que tu voulais pas utiliser, justement? Tu voulais pas aller pour ce documentaire-là? Ben là, on voulait pas aller, puis c'est pas parce que c'est pas important, mais c'est parce que, selon moi, c'est un autre débat. C'était sur le
contrôle des armes à feu légales. C'est ça. Il y a eu plein de trucs qui ont été faits là-dessus, des documentaires liés à la Polytechnique, notamment, il y a une série de podcasts qui vient de sortir qui est excellente là, à Radio-Canada. Mais nous, c'était pas ça le débat, dans le sens que la grande majorité des incidents liés aux armes à feu sont faits avec des armes à feu illégales. Puis tu les contrôleras comme tu veux, les armes à feu légales au Canada, les armes de chasse, les armes de poing, les armes d'épaule. Les fusillades viennent des armes illégales. Ouais, c'est ça. Tu sais, c'est comme, donc, ce qu'il faut faire, c'est contrôler la frontière. Mais après, la frontière, c'est la plus grande frontière terrestre au monde. Tu mettrais, tu sais, tu mettrais un bonhomme par 100 mètres, ça passerait pareil, tu sais, dans le sens... Puis, donc, c'est là le problème, tu sais. Le problème, c'est nos voisins, dans un paquet d'États, tu peux t'acheter, si t'es majeur, tu peux t'acheter un gun aussi facilement qu'un paquet de gomme, tu sais. Dans le sens, j'exagère, mais c'est quasiment ça. Fait que, tu sais, il y a plus de guns que d'êtres humains aux États-Unis, tu sais, dans le sens que... Fait que c'est sûr qu'elles vont se ramasser ici, les armes à feu. Puis, fait que, tu sais, c'est le contrôle frontalier. Puis ce qu'on traite aussi dans le projet, c'est comme toute la question des armes à feu imprimées en 3D. Ouais, c'est ça. Ça, c'est nouveau, ça, pareil. Ben, c'est nouveau, mais c'est comme... Tu sais, acheter une imprimante 3D, là, Boxing Day, là, c'est comme 350$, là. Donc, puis les plans, en raison de la liberté d'expression aux États-Unis, encore les États-Unis, c'est pas sur le Darknet, là. Tu googles ça, puis c'est disponible hyper facilement, tu sais. Donc, c'est ça. Donc, tu te fais imprimer tu pourrais la faire imprimer ton arme à feu, ça serait illégal, là. Mais tu pourrais la faire imprimer ici, puis n'importe quel modèle, là. Tu sais, il y a un journaliste du magazine Wired, il s'imprime... C'est pas un geek d'armes à feu, quoi que ce soit. Tu sais, c'est un gars intelligent. Ouais. Il a été capable de Il a imprimé un AR-15. Ah ouais. Je veux dire, c'est pas des gros, c'est pas des petits guns, là. Tu sais, c'est des armes d'assaut, là. C'est comme... Il l'a-tu essayé? Ça fonctionnait-tu? Oui, il l'a essayé, puis c'est comme, c'est disponible sur Internet, là. Je veux dire, tu le vois tirer, c'est comme, c'est hyper efficace, là. Puis donc, la barrière technologique est pas haute, là. Elle est de moins en moins haute. Fait que, tu sais, de là, puis je pense que c'est un peu les conclusions, il n'y a pas de spoiler, là, mais c'est un peu les conclusions du projet, de l'arme du crime, c'est que il faut s'intéresser aux causes socio-économiques, aux raisons pour lesquelles, qui expliquent pourquoi des jeunes et moins jeunes veulent, obtenir des armes à feu. C'est pas normal. Puis c'est là qu'il faut s'intéresser aux kids, il faut s'intéresser aux quartiers qui sont visés par ces violences, où on retrouve cette violence-là. C'est pas normal. Puis oui, c'est important d'encadrer l'accès aux armes à feu légales, mais c'est compliqué, là. Moi, j'allais mon permis de possession et d'acquisition, le PPA. Tu sais, j'étais allé faire des reportages anti-costi à l'époque, puis on était allé chasser avec des locaux. Fait que j'avais fait le cours, puis c'est compliqué. Puis là, moi, j'ai juste accès à des armes de chasse, mais avoir accès à des armes d'assaut, puis même il y a un gel des armes de poing en ce moment au Canada, donc il y en a de la réglementation. Mais aussi, des fois, c'est pas juste en termes pour l'arme, mais c'est en termes aussi de qui est le propriétaire, là, tu sais. Il y en a souvent, j'avais déjà entendu ça dans des reportages, où tu sais, la famille, il arrêtait pas de faire pas des plaintes, mais il appelait pour dire « Hey, notre gars, on dirait, il est en train de virer crackpot, là, j'ai peur pour lui qu'il fasse une erreur. » Mais il y a comme... Alexandre Bissonnette avait un permis. Il faut qu'il soit encadré, là, tu sais, ce monde-là. Mais c'est compliqué, puis après ça, il y a des individus qui passent entre les mailles du filet, comme je me répète, mais c'est ça, Alexandre Bissonnette avait des problèmes de santé mentale, mais il avait un permis de possession d'acquisition d'armes de poing puis d'armes d'assaut. Il y avait un arsenal, puis c'est parce qu'il avait menti. La GRC fait une enquête, là, mais tu le demandes, t'as-tu des problèmes de santé mentale, puis c'est un peu sur la bonne foi, là. Ben ouais. Puis ça va rien faire, là, ça. Tu sais, si la personne veut pas... En plus, tu sais, en tout cas, bref. Mais, ouais, puis dans le reportage aussi, on comprend que
c'est des jeunes de plus en plus jeunes Ouais. qui se procurent des armes à feu. Ben, on l'a vu récemment, là. 14-16 ans, là. Mhm. Tu sais, je veux dire, 14 ans, puis tu tires du gun dans les rues de Montréal. Ça n'a pas rapport. C'est pas normal. Puis de où ça vient, ça? Pourquoi que... Ça vient de partout, tu sais. Je veux dire, comme je t'ai dit, moi, j'ai entré vraiment facilement en contact avec un vendeur d'armes sur Snapchat, tu sais. Ah oui, ça, t'as fait l'essai. Ben, je l'ai pas acheté, là. Je l'ai pas acheté, puis c'est comme j'aurais pu, éventuellement. Mais c'est ça qui aurait fait en sorte que je sache si c'est effectivement... Parce que ça pourrait... Tu sais, autant il y a de plus en plus d'armes, mais autant il y a de plus en plus de fraude aussi, là, sur les réseaux sociaux et tout ça. Ça pourrait être quelqu'un qui me fraudait, tu sais, qui m'aurait demandé de l'argent... Une avance, genre. C'est ça, tu sais, Mais tu sais, lui, il était comme... Tu peux m'envoyer un transfert ou par crypto, puis tu sais, ils vont faire un drop-off, là, dans le sens... tel buisson, là, au parc Jarry, là, puis ton gun va être là à telle heure, tu sais. Puis toi, si tu fais ça, t'es-tu protégé par le journalisme? Non, mais c'est pour ça qu'on l'a pas fait aussi, c'est comme... L'idée, si j'avais fait ça, j'aurais comme, à toute fin pratique, documenté un crime. Donc, la preuve serait mon reportage. Ouais. Fait que, tu sais, moi, c'est la ligne... Et la conclusion, moi, en prison. Mais, tu sais, dans le sens... C'est là aussi... Ouais, ou comme... Est-ce que t'aurais pu être protégé un peu, ou... Je pense pas. Le juge, il en aurait pas pris compte, ou... Ben, je sais pas, mais... Ça serait poche, ta carrière termine demain. Ouais, c'est poche, mais c'est aussi des raisons éthiques. C'est comme là, mon argent va à un criminel aussi. Ouais. C'est l'argent de la production. C'est comme... les enquêteurs font ça. Quand ils ont des enquêtes puis veulent pogner quelqu'un, ils sortent de l'argent. Ouais, mais l'arrête éventuellement. Moi, le gars, il reste dans la nature. Là. Ouais. Tu sais, je veux dire... ou la femme, là, dans le sens... Ouais. Mais c'est des questions qu'on se pose, tu sais. Je veux dire... Puis je pense qu'il y a parfois des tu sais... Tu sais, par exemple, j'ai regardé un documentaire de Jérémy Battaglia récemment qui s'appelle Adonis, là, sur les jeunes qui font, tu sais, qui prennent des stéroïdes, puis tout ça, puis, tu sais, le réalisateur, il a commandé des stéroïdes sur Internet. Ce qui est... En fait, c'est pas illégal d'acheter des stéroïdes, c'est vrai, c'est illégal d'en vendre au Canada. Mais en tout cas, tu sais, il y a quand même des questions éthiques là, puis lui il l'a fait pour prouver son point. Je trouve que ça passe. Ben oui, ça passe. Ben oui, ça passe. Dans certaines circonstances, contextes. Mais il y a des questions qu'il faut se poser quand même. Puis nous, on s'est posé la question, puis on s'est dit, on va pas aller jusqu'à acheter pour vrai un gun. Puis parce que c'est illégal, puis il y a des questions éthiques aussi autour de ça. Ouais. Puis là, c'est ça, on parlait des jeunes qui, c'est ça, sont de plus en plus jeunes. Puis ça me fait penser à quel rôle joue le contenu numérique, tu sais, là-dedans. C'est énorme. Comme influence ou... C'est difficile de le quantifier. C'est premièrement, sur Snapchat, tu vois des guns passer. Puis pas juste des clips de rap, mais il y a aussi ça. Tu sais, je veux dire, nous, on en a parlé dans le projet. Moi, je me posais la question, est-ce qu'on parle du rap? C'est comme un vieux débat, tu sais, puis même la musique en général. Tu sais, je sais pas si tu te souviens de la tuerie de Columbine à l'époque. Le kid, les deux kids écoutaient du Marilyn Manson, puis tout ça, puis c'était comme... Sa réponse avait été incroyable quand il avait répondu ça dans... Bowling for Columbine, tout le monde, il disait ça, qu'est-ce que t'aurais dit? Il dit, j'aurais rien dit, je leur ai demandé, je leur ai laissé me parler. Exact. Je leur ai écouté ces deux enfants-là. Ben, c'est ça. Puis tu sais, puis même, je me souviens, Kim Vergil, qui était entré à Dawson, là, qui était le tireur. Le tireur, il avait écouté du Megadeth à tout le monde là, le matin, avant de faire ça. Puis, fait que c'est pas juste le rap, c'est la musique en général, c'est l'influence que ça peut avoir. Je pense que c'est pas le rap qui rend des jeunes ou moins jeunes violents. Après, là, nous, on s'intéressait à un mouvement qui s'appelle le drill, qui est un sous-genre du rap qui est ultra violent, où là, vraiment, la réalité comme dépasse la fiction. En tout cas, c'est comme les gars parlent de réels meurtres, parlent de réelles morts, font des réelles
il y a des victimes. Puis aussi, les rappeurs, les drillers, sont des cibles. Tu regardes le nombre, ça vient de Chicago, c'est pour ça qu'on est allé à Chicago notamment. Tu sais, les rappeurs sont les cibles, c'est comme des porte-paroles, mais tu regardes le nombre de drillers assassinés, ça n'a pas de bon sens. Tu sais, dans le sens... Donc là, c'est que... Puis, tu sais, je veux dire, smoke your enemy, ça veut dire comme... Tu sais, c'est comme une façon imagée de dire que prends les cendres, là, puis tu mets ça dans un bat, puis tu le fumes dans le sens... Donc, c'est comme... c'est un peu de danser ou pisser sur la tombe de ton de ton opposant, tu sais. Fait que c'est comme le niveau de violence, c'est comme il y a plus d'humanité. Il est rendu hallucinant. Donc pis ça, tu sais, Chief Keef, qui est comme le plus connu c'est des dizaines et des dizaines de millions de vues, là. C'est pas de l'underground tant que ça, tu sais. Donc ça a un impact, tu sais. Après, on a fait une entrevue avec selon moi, un des meilleurs rappeurs au Québec qui s'appelle Connaisseur Ticazo, qui est le Connaisseur. Qui est un ancien comme gars affilié à des gangs, tu sais, qui était Blood à l'époque, puis tu sais, lui dit c'est pas parce que tu sais comme c'est pas parce que t'es violent, c'est pas parce que t'écoutes du rap que tu vas être violent, tu sais, tu l'aurais été pareil, tu sais, puis donc il y a un réel débat là, mais il y a un débat. C'est cool qu'il ait accepté, puis tu l'as reçu dans ton documentaire. Le Connaisseur Ticazo. J'adore le Connaisseur, ouais. Ah ouais. C'est vraiment quelqu'un de... C'est vraiment un très bon rappeur d'un, puis c'est quelqu'un qui a un... Tu sais, les rappeurs comme Connaisseur, par exemple, ce sont des storytellers. Tu sais, c'est pas pour rien qu'ils sont bons, c'est qu'ils racontent des histoires dans leur musique. Puis c'est un vrai bon raconteur, fait que ça fait des bons intervenants. Il est énormément respecté. Là, très respecté. Il a gagné le Félix du meilleur album rap il y a 2 ans. Ouais. Puis la police aussi, quand que t'es allé voir leur version, t'es allé les voir, ils ont dit que ça les avait complètement échappés. Là. Ouais, ça, j'étais content pour vrai qu'ils me disent ça. C'est rare qu'on entend ça de la part de la police, tu sais, qui l'avait pas vu venir, qu'il y a comme une génération qui ont pas suivi, tu sais, c'est comme, il y a eu un changement dans, tu sais, le monde criminel au courant des dernières années, tu sais, il y a une jeune garde qui est arrivée, qui respecte pas nécessairement les plus vieux, les plus OG. Je pense que Internet, le fait que les réseaux sociaux ont fait en sorte qu'il y a aussi une démocratisation que ce soit de la vente de drogue, du proxénétisme, de la fraude aussi qui est de plus en plus importante. Fait que les jeunes sont plus capables de faire de l'argent sans nécessairement dépendre d'un boss, tu sais. Donc ça, je pense que les policiers l'ont pas vu venir, puis je pense que ça a un impact dans la violence armée. Sur la violence armée. Peut-être c'est ça qui a trop laissé les choses aller avec la fraude, qui a comme augmenté, qui avait pas de style de bon sens. Parce que moi, tu sais, j'avais reçu Daniel Renaud, puis c'est ça qui est le journaliste affaires criminelles à la presse. Puis ça qu'il disait, c'est que les criminels, ils ont fait énormément de fraude, parce qu'ils ont fait beaucoup d'argent. Puis qui quand même jeunes, puis rapidement. Puis là, c'est là qu'ils ont pu se procurer des armes facilement, tu sais. Ben, le lien a été fait à de maintes et maintes reprises, puis moi, mes sources me le confirment, tu sais, la PCU notamment, tu sais. La PCU, c'est juste que c'était facile, puis le gouvernement Trudeau l'a dit à l'époque, il était comme, c'est vrai, pour donner accès au plus grand nombre, ben, faut que tu baisses, les barrières de sécurité. Mm-hmm. Puis c'est ça qu'ils ont fait. Ils ont fait comme, OK, ben on va les attraper après, ou comme, ils ont comme accepté, je pense, qu'il allait avoir une certaine partie de fraude. Mais c'était super facile de frauder la PCU à ce moment-là. Oui. Puis tu sais, c'est quoi, c'est genre 1500, 2000 piastres par mois, là, la PCU, une affaire de même. Puis... Il y en a qui, tu sais, au lieu d'aller travailler, aller sur la PCU, j'ai même pas besoin de travailler, puis je vais avoir de l'argent. Ouais, on a eu des problèmes de main-d'œuvre à ce moment-là, mais tu sais, si tu fraudes 2-3 PCU,
puis il y en a, c'était pas 2-3, là, c'était des centaines. C'est comme... Un gun, moi, on me dit c'est entre 3 et 5 000 $, tu sais. C'est pas cher. Ben, c'est de l'argent, mais c'est comme... C'est quasiment le prix d'un laptop, là. Ben, ou un char d'occasion. Ouais, exact. Tu sais, fait que c'est quand même à la portée... Tu sais, c'est pas donné, mais pis c'est quand même à la portée de ben du monde. Puis surtout si tu fraudes, c'est tu sais, comme donc. Puis ça, la plupart des gens me le disent, il y a plus d'argent dans la rue qu'auparavant, tu sais. Donc, Ah ouais. pis ça fait partie. En tout cas, je sais pas comment dire, mais tu sais, une arme à feu. On dirait que c'est même devenu un objet un peu de luxe, tu sais, dans le sens que tu flexes, tu sais, que tu... Ah ouais, ça fait glamour. Exact. Tu sais, ça fait... J'ai réussi, c'est comme un trophée. Il y a un peu ça. Donc... Quand t'es jeune, là, tu sais... Pour en venir à ta question de l'aspect numérique, là, je pense que l'influence numérique est là, tu sais. Puis, mais tu sais, c'est ça, c'est... Fait que, ah oui, c'est ça, puis c'est ça, ces armes-là, ils viennent pas mal des États-Unis. Ouais. Puis t'as dit aussi que ça vient du Iron Pipeline. Ouais. Ça, c'est quoi, ça? Le Iron Pipeline, ça vient... C'est un peu... C'est la route, finalement, entre la Floride puis ici. Okay. C'est comme... T'as des gens, des individus, des camionneurs qui vont... Tu sais, c'est quand même facile d'acheter des armes. Tu sais, on a fait le test, là, on est allé dans le Vermont. Tu sais, le Vermont, New Hampshire, là, c'est pas loin, là. 3 heures, t'es là. C'est complètement déréglementé, là-bas, tu sais. Donc, la seule affaire, il faut que tu aies une adresse. Si j'avais eu un complice, on est allé dans un gun show qu'ils appellent, là, tu sais, une foire d'armes à feu. Ouais. Puis, si j'avais un complice avec une adresse aux États-Unis, j'aurais pu m'acheter une vingtaine de guns. Mais est-ce que ce complice-là, il y a des comptes à rendre aux États-Unis? Faut qu'il remplisse, tu sais, de la paperasse. Mais après, je veux dire, ces guns-là, tu sais, je veux dire, il n'y a pas personne qui fait le suivi. Aux États-Unis, en plus, comme une grosse partie tu sais, il y a un gros lobby là, des armes à feu là, avec la NRA. Puis ça fait en sorte qu'une grosse partie de ces enregistrements-là d'armes à feu sont encore papier aux États-Unis. Fait que c'est difficile, le suivi il est difficile. Puis moi, ce qu'on me dit, c'est que j'aurais été en Floride, j'aurais été au Texas, j'aurais été en Arizona. Probablement que j'aurais pu acheter un gun, puis il n'aurait jamais regardé si j'ai l'adresse aux États-Unis. T'aurais dit genre, hey, rejoins-moi dans la ruelle, puis c'est ça. Je sais pas. Mais tu sais, genre, moi, on me dit que ça aurait été pas mal plus facile que... Ah ouais. Fait que genre, quelqu'un qui est, mettons, prêt à faire le trajet, il pourrait en acheter plein. Ouais, mais c'est ça. Mais après... Juste après ça, s'arranger pour... Mais après ça, le défi, c'est de faire passer ça aux douanes. Parce que là, si tu fais prendre... Est-ce qu'il passe justement aux douanes, tu sais-tu? Ben oui, ça passe. Je veux dire... Il passe pas par peut-être par des réserves, tu sais, il disait aussi. Oui, il y a ça, mais il y a les douanes classiques, là. Je veux dire, c'est clair qu'il y a tout qui passe, là. Tu sais, comme je te disais, la frontière est tellement grande. Il y en a beaucoup. Ce qu'on me dit, c'est Akwesasne notamment, qui est comme une réserve Mohawk, qui est à cheval. C'est intéressant quand même. C'est une réserve qui est à cheval entre l'Ontario, les États-Unis, l'État de New York, puis le Québec. Fait que, eux autres, là, c'est compliqué de gérer la frontière. Mm-hmm. Puis, tu sais, on l'a fait l'exercice, là. On est parti du Québec, puis on s'est rendu jusqu'aux États-Unis, tu sais, en bateau. Puis, on était sur l'eau, là. Tu sais, c'est le fleuve Saint-Laurent, puis... Je veux dire, c'est comme... Ils sont 2 ou 3 bateaux, là, pour patrouiller ça. Puis, je veux dire, le gars me l'a dit, là, en 6 doux, là, je passe assez vite, là. C'est comme, c'est fini, là. C'est hyper facile. Donc, il y a ça. OK, mettons que la police est pas assez vite si elle pogne un Oh, ouais, exact, là, c'est ça. OK. Tu sais, c'est... Puis après, il y a aussi la frontière en soi. Puis on a entendu parler, il y a un jeune dans vingtaine qui s'appelle William Rainville. Lui, il s'était fait prendre. Il y avait genre 250 ou 200 guns
Dans son sac à dos? Dans un sac de hockey. Ah, OK. Puis lui, il s'était acheté une maison sa frontière américaine. Puis il passait des armes à feu comme ça, puis il s'est fait prendre. Donc lui, ça passait pas par la frontière. Faisait-tu longtemps qu'il faisait ça? On ne sait pas, mais lui dit que c'est pas la seule fois qu'il a fait ça, mais c'est ça. Puis lui, ce qui est troublant, c'est que c'était pas des armes normales en plus. C'est ce qu'on appelle des polymères 80. C'est ce qu'on appelle des armes fantômes. Un peu comme des armes à feu imprimées en 3D, mais c'est des armes à feu en polymère qui viennent d'une compagnie aux États-Unis qui s'appelle Polymère 80. Qui sont... Fait que tu peux les passer dans mais c'est surtout qu'ils n'ont pas de numéro de série. Ah, OK. Fait qu'ils sont pas retraçables. OK. Puis est-ce qu'ils font bien de l'argent avec ça? Tous ces trafiquants-là, ça doit... J'imagine ça doit valoir la peine, est-ce que... Écoute, s'il y en a qui en vendent, c'est payant. Après, ce que j'en comprends, c'est qu'ils sont rares les réels trafiquants, genre de comme, tu sais, qui ouvrent leur trench coat puis ont des armes à... Non, mais dans le sens... Si tu veux, ouais, c'est ça, dans le sens... C'est plus telle personne qui est dans le milieu criminel qui a des armes puis qui va t'en vendre. Après, tu vois, le gars sur Snapchat à qui je parlais, lui, c'était un gars qui vendait ben des armes, puis ce qu'il me montrait, ça a pas d'allure. Ça faisait peur, là. Il y avait tellement d'armes à feu, tu sais, puis pas vraiment pas cher. T'sais, lui, il pouvait... Tu sais, il disait une arme dite sale, là, qui aurait déjà été utilisée auparavant, il me la vendait pour comme 800$, un truc comme ça, là. 800$. Hey, c'est rien. Ouais, c'est un polymère 80 aussi, ça, donc pas de numéro de série. Ah. Puis, tu sais, t'as dit que t'es allé, c'est ça, au Vermont, puis à Chicago. Ouais. Y a-tu de quoi qu'on a à apprendre de ces villes-là, tu sais, qui ont connu un plus gros problème? Ben, c'est pour ça qu'on est allé à Chicago, parce que justement, eux, ils ont une réelle expertise, étant donné qu'il y a, tu sais, je veux dire, 700 meurtres là, par année. Là. C'est pas 700 balles tirées. Là. Je veux dire, ça veut dire qu'il y a du monde blessé. Il y a du monde... Tu faut comprendre, tu sais, c'est comme des quartiers comme Englewood, là, tu sais, ils appellent ça Chirac, ils appellent ça parce que ils ont des taux d'homicide comparables à des zones, ou pire que des zones de guerre, là, Chirac comme l'Irak, là, à l'époque. Ouais. Fait que... Ben oui, c'est ça. Ben, tu sais, Hugo Gérard, il avait fait cette émission-là, où il allait dans les coins les plus... Il était allé à Chicago, justement, à l'époque. Puis nous autres, là, on était là, puis on avait ce qu'on appelle un fixeur, là, une personne locale qui nous aidait. C'est un peu ça. Puis quand on était dans certains quartiers, c'était comme, non, vous sortez pas du char, les gars, là. Tu sais, c'est comme, les filles aussi. C'est comme, vous sortez pas, là. C'est comme, puis on l'écoute, tu sais. Le gars, il habite là. C'est quand c'est dangereux. Puis quand on avait le droit, on sort. Quand il considérait que c'était sécuritaire, on sortait, tu sais. Puis quand tu as une équipe comme ça, tu ne veux pas mettre personne en danger non plus, mais. Y a-tu de quoi que tu as vu là-bas qui t'a marqué? Ben, ce qui m'a marqué pour vrai, c'est que ce sont des quartiers résidentiels, avec des rues commerciales. Normal, tu sais. Je veux dire, c'est comme. C'est genre. Mais après, ce qu'on nous expliquait, c'est que tu sais pas où est-ce qu'il y a un trap house, tu sais, ou un spot de vente de drogue, puis tatata. Fait que les gars, ils sont comme... Ils veulent pas que tu sortes une caméra puis que tu filmes, tu sais. Puis ils savent pas avec qui t'es, c'est comme, t'es pas invité. Puis Chicago a un historique de ségrégation, là, les quartiers, je veux dire, comme... Tu te ramasses, il y avait une ligne rouge, littéralement, où les Noirs avaient le droit d'habiter, puis les Blancs habitaient de l'autre bord, puis historiquement, il y a encore ça un peu, là, je veux dire, des relents de ségrégation, puis tu te retrouves dans des quartiers, puis t'es tout seul de blanc, là, fait que t'es clairement identifiable, là, rapidement, puis surtout t'as un Kodak, là, tu sais, c'est comme... Fait puis je me répète dans le sens que si t'as 700... Tu as des comptes Twitter là, qui font comme OK, ça tire là, ça tire là, puis des sites internet où tu peux suivre en temps réel comme les fusillades dans la ville, puis ça tire partout. Je veux dire, c'est fou. Comme... Fait que, tu sais, à ta question, qu'est-ce qu'on a appris? Je pense qu'il y a un truc, par exemple, à l'Université de Chicago qui font,
puis ça, j'en ai parlé avec la mairesse Valérie Plante, c'est vraiment plus de la collecte de données en lien avec la violence armée. Puis à Montréal, on n'a pas beaucoup de données. Ça a été difficile de trouver je veux dire, par exemple, le nombre de fusillades liées à des armes à feu illégales. Le chiffre exact, j'ai pas été capable de le trouver. On sait que c'est une grande, grande, grande majorité, mais on le sait pas. Fait que c'est difficile d'avoir des données, puis pour comprendre un problème, puis agir en conséquence, c'est beaucoup avec les données. Donc, ça, à Chicago, à l'Université de Chicago, par exemple, il y a un truc qui s'appelle le Crime Lab. Puis eux, ils le font vraiment bien, tu sais. Je pense qu'on pourrait tirer une leçon. Ouais, je pense que oui. L'autre chose qu'ils font beaucoup, puis je pense que, tu sais, on essaie de le faire de plus en plus, puis c'est vraiment que la communication entre le niveau politique municipal, le niveau policier, puis le niveau communautaire. Puis je pense que, puis encore une fois, tu sais, c'est de l'information sexuelle. Là, tout ce monde-là se parle, puis que tout ce monde-là coopère, puis que ces gens-là, puis aussi qu'on respecte le milieu communautaire, tu sais, puis ne serait-ce que en les payant comme du monde. Tu sais, de plus en plus, malheureusement, c'est des gens qui sont sur la ligne de front, là, tu sais, c'est comme, tu sais, moi je parlais avec des travailleurs de proximité à Rivière-des-Prairies, à Montréal-Nord, puis c'est des gars, tu sais, des femmes qui mettent leur vie en danger, tu sais, parfois autant que des policiers. Fait que, moi j'ai l'impression que ça passe par là, de respecter le milieu communautaire pour ce qui est. Y a-tu de quoi dans le documentaire que t'aurais aimé mettre, mais que t'as pas pu? Non. Même. Je sais pas, tu sais. Moi, un aspect. Non, franchement. Ce que j'aurais aimé voir, que j'ai pas réussi à voir, c'est réellement. Tu sais, on est allé au laboratoire de sciences judiciaires ici où on a vu des armes 3D. Puis à quel point, tu sais, je veux dire, c'est comme si c'est facile à faire, etc. Mais comme, j'aurais aimé ça pouvoir poser la question à quelqu'un qui en fait, tu sais, qui en imprime. Mais après, je veux dire, c'est comme, c'est un crime, là, le faire, là, tu sais. Fait que, puis ce que j'en comprends, c'est que c'est pas si compliqué. C'est pas si compliqué, mais c'est pas si répandu que ça encore. Donc, il y avait clairement un défi là. Ça, j'aurais aimé ça, pouvoir comme comprendre, tu sais, puis voir la chose en fonction, tu sais, la voir à l'œuvre. Fait que là, on l'a pas eu. Ouais, je te dirais que ça aurait été cool parce que pour vrai, je suis vraiment fasciné par ça parce que c'est pas pour donner des idées à personne, puis je le souhaite vraiment pas, mais c'est que ça s'en vient, là. Tu sais, je veux dire, on est là. Tu sais, la barrière technologique est tellement basse. Puis c'est quoi qui se fait beaucoup aux États-Unis, justement? Ben, ça se fait beaucoup aux États-Unis parce que, tu sais, je veux dire, en Floride, notamment, dans des États hyper permissifs, tu sais, t'as littéralement des concours de fabrication d'armes à feu. Puis les guns sont fuckés dans le sens, c'est comme, tu sais, t'as des armes à feu fonctionnelles, imprimées en forme de fusil Nerf, par exemple, de jouets pour enfants. C'est hyper troublant, tu sais, dans le sens... Moi, je trouve ça drôle parce que c'est absurde. Mais non, d'un point, tu sais, un petit peu plus, ils mettent Fisher Price dessus, là, tu sais. Ils pourraient. Je veux dire, puis t'as des armes à feu en forme de dragon, en forme de... Tu sais, je veux dire... Il y a des documentaires là-dessus là, sur Internet, c'est fascinant, mais ça fait peur aussi, tu sais, comme... Puis les guns sont pareils que des vraies armes, mais aussi sont pareils que des jouets, tu sais, c'est comme... Puis c'est légal, là. Puis, encore une fois, aux États-Unis, il y a un aspect anti-contrôle des armes à feu, anti-gun control, puis il y a aussi un aspect aussi liberté d'expression. Donc... tu sais, les libertariens, tu sais. Donc, les gens sont comme, j'ai le droit de faire ça, tu sais. Mais moi, qu'est-ce qui est drôle, c'est que je suis pas tant loin de ce monde-là aussi, tu sais. Moi, j'ai un petit côté libertarien, moi aussi, là, qui trosse pas trop le gouvernement, mais en même temps, je suis quand même lucide que, Chris, il nous faut un système, il nous faut un gouvernement, il nous faut... Fait que, tu sais, je suis comme déchiré entre un peu ces
c'est deux univers. Là. Ouais. Je suis pas pro-armes, mais en même temps, du monde, il y a du monde que j'ai écouté, je pense, c'est Guy Morin. Là, Ouais, qui mais est- Guy Morin que j'ai interviewé dans le documentaire, on est allé chez lui, on a vu tout son arsenal, c'est hallucinant. Mais tu sais, lui, il... je trouve qu'il est bien lucide, puis parfois, je trouve qu'il y a des bons arguments, puis ça se défend, qu'est-ce qu'il dit. Mais Guy Morin est pas contre le contrôle des armes à feu, cela dit. T'sais. Il y en a un gros contrôle des armes à feu au Canada, puis je suis pas, encore une fois, je veux pas défendre Guy Morin, mais en même temps, quand il dit que la majorité des actes criminels commis avec des armes à feu impliquent des armes illégales, il a raison. Mais c'est ça. Tu sais, puis c'est un fait. Les statistiques lui donnent raison. Puis après, tu sais, en termes de relations publiques, tu sais, lui s'attaquait beaucoup. Tu sais, il y a un conflit entre lui et les gens de police, se souvient, là, tu sais, des victimes de la Polytechnique, puis tu sais, je veux dire, il y a ce conflit-là qui existe entre eux, mais il a raison quand il dit ça, tu sais, qu'on s'attaque peut-être pas à la... Ben, si tu veux enrayer le problème de fusillade qu'il y a... Ben, t'attaquer au contrôle, c'est pas la solution. C'est pas la solution. C'est ça. C'est pas la solution. Mais c'est... Non. C'est les armes illégales qu'il faut c'est que les tu armes Non, ça, c'est un fait. Mais c'était comme... En tout cas, tu sais, là, ça me tente pas trop de rentrer dans l'affaire de la loi C-21, là, ouais. Mais bref, j'adore tes reportages. T'es fin, merci. Je l'ai dit avant le podcast, là, tu sais, quand les caméras étaient pas là, mais je tiens à le dire merci, man. en ondes. J'adore, man, tes sujets. Je les trouve tellement intéressants. Puis là, c'est ça, avant que le temps passe trop vite, je veux qu'on parle d'un autre sujet qui est Alpha 02. Ouais. Que ça, man, je sais pas pourquoi, ça a passé entre les mailles, je l'ai pas vu passer pantoute. Puis là, c'est en faisant la recherche tout à l'heure que j'ai vu que tu as fait ce projet-là. Avec la même gang que l'Arme du crime, d'ailleurs. Ouais. Tu veux-tu me parler de c'est qui, Alexandre? C'est quoi son nom de famille? Caz. Alexandre Caz. Alexandre Caz, c'est un gars de Trois-Rivières qui est dans la vingtaine, qui a créé le plus gros site Internet de l'histoire, le plus gros marché, en fait, du Darknet. Ouais. Donc, marché illégal. Avec Alphabet. Alphabet, c'est ça qui a... Tu sais, on a entendu beaucoup parler à une certaine époque de Silk Road, qui a été le premier. T'sais, Silk Road, tu sais, ce sont des sites qui sont sur le Darknet. Silk Road, Alphabet, ce sont des sites qui sont sur le Darknet, donc le web sombre. Donc, un web qui est accessible par des plateformes anonymisantes, donc comme Tor, qui est une espèce de furteur, mais qui cache en fait ton identité. Fait que tu te ramasses là-dessus, puis c'est un marché qui ressemble grosso modo à eBay, là, tu sais, c'est comme Alphabet, ça ressemble un peu à eBay, puis il y a... puis t'achètes en Bitcoin, de la drogue, principalement, mais aussi des données pour faire de la fraude, des faux numéros de carte de crédit. Des guns. Assez peu. Il y en a. Okay. Il y en a des guns, mais l'affaire, c'est que, tu sais, ce qui a été dit, c'est que ces sites-là, là, c'est le croisement entre trois technologies. C'est le Darknet, le Bitcoin et la poste. OK. Et puis un gun, c'est un peu compliqué à envoyer par la poste. Okay. Donc, il y en a, mais c'est quand même assez minime. Fait que c'est beaucoup de la dope, puis des fausses pièces d'identité, des données pour faire de la fraude. Puis ce gars-là, bon, donc c'est ça, c'est un gars de Trois-Rivières, un geek, puis s'est rendu, lui a déménagé en Thaïlande. C'est un gars qui avait été bullied, là, qui avait été vraiment, s'était fait écœurer quand il était au secondaire. Qui est fait considéré comme un reject. Ouais, complètement. Puis c'est un gars aussi qui avait une façon de voir la vie qui était particulière, très proche de la masculinité toxique, puis il avait une vision
très traditionnel, disons, de la famille puis de la femme, là. Pas un grand respect pour la gente féminine. Puis lui, il a déménagé en Thaïlande pour lancer ce site Internet-là. Puis pourquoi tu dis ça, tu sais, tout le côté de l'aspect de la femme? Parce qu'on a retrouvé, puis ça c'est vraiment fascinant, il était sur un site, un forum qui s'appelle Rouge Vie. Puis lui il s'appelait Raw Mio, R-A-W Mio pour Raw Dogging, là, qui est finalement comme des relations sexuelles en parallèle sans condom. C'est charmant, mais c'est ça. Puis le gars, on a retrouvé comme toutes ces conversations là-dessus, puis c'est fascinant, tu tombes là-dessus, puis c'est comme, t'es vraiment dans sa tête, là. Puis tu comprends un peu sa psyché, puis c'est qu'une des raisons pour lesquelles il s'est ramassé en Thaïlande, c'est que la vision, peut-être, de la famille thaïlandaise lui ressemblait peut-être plus que celle en Occident, en fait. Au point de vouloir déménager ailleurs. Ouais. Puis aussi, je pense qu'il voulait se faire une nouvelle vie là-bas. Comme tu sais, je le disais, il avait été vraiment intimidé ici. Là, ouais, c'est ça. Puis, et donc, il a été arrêté par le FBI et la DEA là-bas. Puis quand que, mettons, son entreprise, si on peut dire ça, là, tu sais, était rendu à quel point quand il a déménagé là-bas? Est-ce qu'il faisait du gros cash, il est parti là-bas? Ou non, il est parti... Ce qu'on en comprend, c'est qu'il est parti là-bas, en fait, ce site-là. Okay. Ouais. Il est parti assez tôt, mais avant ça, lui, il était justement très actif dans le milieu de la fraude par carte bancaire, là, dans le carding. Donc, tu sais, il avait été actif sur des sites comme ça. Il avait créé un guide aussi là, pour un guide là, pour une espèce comment frauder. Ouais, exact. Qu'est-ce qu'ils ont à gagner de faire ça quand ils font ça? Le vendre. OK, ils le vendent. Ouais, ils le vendaient. OK. Même année, je veux dire, tu le vends, même année, ça leak, puis je veux dire, ça devient, c'est ça. Mais comme il y a quelqu'un qui paye à certains moments au début là, pour ça, là, tu sais. Fait que... Donc, lui, il a créé ce site-là, puis son nom, en fait, c'était Alpha 02 sur ce site-là. Puis il avait laissé, tu sais, le site, l'Internet, ce qui est fascinant, c'est que ça laisse des traces. Puis il avait laissé des traces de son nom un peu partout sur Internet. Puis il a été identifié par la DEA, puis le FBI, les autorités américaines. Comme fraudeur? Comme le créateur d'Alphabet. OK. Puis la police, avec l'aide de la police thaïlandaise, est débarqué chez lui. Il y avait une allée où est-ce qu'il habitait, quand même grosse maison. Il roulait en Lamborghini, un gros train de vie. Et il s'est fait arrêter. Puis il allait se faire extrader aux États-Unis. Puis quelques jours plus tard, il s'est enlevé la vie dans sa cellule. Puis il y a encore plein de zones d'ombre par rapport à est-ce qu'il s'est fait enlever la vie, est-ce qu'il s'est fait assassiner, est-ce qu'il y avait des complices, est-ce que donc c'est très nébuleux. C'est très nébuleux, ça donne lieu à plein de théories du complot. C'est une histoire qui est fascinante, Ah ouais, puis c'est ça comment il était retrouvé dans sa cellule justement. Ben il se serait pendu avec la poignée de sa porte et une serviette. Ah ouais. Fait que là, sa famille, tu sais quoi, sont pas d'accord avec ça? Ou c'est pas lui faire ça? C'est qu'ils n'ont jamais réussi à voir les vidéos. Il y aurait une vidéo qui aurait été prise, mais ça a l'air qu'on voit rien sur cette vidéo-là. Sa mère s'est rendue sur place, le corps a été incinéré, elle a dit que ça y ressemblait pas, le linge aurait été changé, comme je te dis, il y a plein de théories dites du complot, mais moi j'ai parlé avec la dame qui était responsable de lui, qui travaillait pour la DEA, là, qui est l'agence qui contrôle les drogues là, aux États-Unis puis un peu partout dans le monde, même américaine. Puis
Puis tu vois, elle devait être là quand il est mort. Mais elle dit, je m'en allais sur place, à la prison, puis mon taxi a pris une mauvaise sortie, puis elle est arrivé, puis il était déjà décédé, tu sais. Ah ouais, fait que c'est une question de minutes, là. Ouais, c'est ça, tu sais. Mais après, c'est comme, OK. C'est des points d'interrogation, là. Fait que, tu sais, mais... C'est digne d'un film, quasiment, cette affaire. C'est fou. C'est comme, c'est une histoire complètement rocambolesque. Puis pour vrai, c'est sans joke, c'est comme ce gars-là. Moi, c'est ça qui m'a tout de suite intéressé. Je travaillais chez Vice quand c'est arrivé, cette histoire-là. C'est comme, tu sais, il y en avait de la dope puis des trucs illégaux qui se transigeaient sur ce site-là. Puis c'est comme, ça fait en sorte que c'est comme, c'est peut-être le site, en fait, si tu considères toutes les transactions qui ont eu lieu sur son site, Alexandre Caz, c'est peut-être le plus grand trafiquant de drogue de l'histoire du Canada. Genre. C'est comme, tu sais, il est fascinant. Mais ouais. Puis toi, comment t'as été intéressé par cette histoire-là? Ben moi, je me suis tout intéressé au Darknet, tu sais, même l'histoire de Dread Pirate Roberts, qui était comme le gars qui était derrière le site Silk Road, là, le premier. Quelque chose qui m'a tout le temps fasciné avec le Darknet, parce que des marchés comme ça, tu sais, ça a été prouvé, par exemple, tu sais, justement, on parlait de libertarianisme, Dread Pirate Roberts, le gars qui était derrière Silk Road, c'était un libertarien. Puis il avait créé ce site-là pour, notamment, comme par pied de nez, en fait, pour au gouvernement américain, parce qu'il était comme, on va créer ça, puis on va légaliser la drogue. Puis ça a été quand même prouvé que tu sais, ces sites Internet-là, les gens achètent de la drogue. S'il est pas bonne, il y a un système de pointage. Donc, ça sait assez rapidement si ta drogue est de mauvaise qualité. Fait que ça fait en sorte que la drogue est de meilleure qualité, comme sur ces sites-là, généralement. Ou comme, tu sais, t'as comme des comptes à rendre à tes clients. T'as des reviews Google, là, un peu, là. C'est exactement la même affaire, là. C'est comme TripAdvisor, là. C'est comme... Puis, après, je dis ça, mais il y a eu des morts, notamment aux États-Unis, liés à des kids qui ont acheté de la dope là-dessus, qui étaient contaminés au fentanyl. Tu sais, fait qu'il y a aussi une plus grande facilité. Si tu habites dans le fin fond de la Mauricie ou je sais pas quoi, c'est peut-être plus facile d'aller acheter de la drogue là que de ramasser. Tu sais, t'auras peut-être pas accès à ces dealers de drogue. Puis tu sais, l'éventail, tu peux acheter comme toutes les drogues avec, tu sais, c'est des drogues avec des chiffres et des lettres là, rendues là. Tu sais, c'est comme... Mais il y avait un aspect libertarien de comme, si t'as le droit d'acheter de la drogue, en fait, si t'en veux, tu vas avoir anyway, un peu comme on en parlait par rapport aux armes à feu. Si t'en veux, tu vas réussir à en acheter de toute façon. Fait qu'aussi bien que ça soit comme libre c'est ça, de vente. T'sais. Mais tu sais, il y a eu des histoires de tueurs à gages sur ces sites-là aussi. C'est comme... Ouais, puis, ça devient vite le Far West. Ouais, vraiment. Puis il y en a aussi. Puis pas sur ces deux sites-là, le Silk Road et Alphabet, mais tu sais, il y en a aussi, c'est la pornographie juvénile. Tu sais, c'est comme, il y a des grosses questions éthiques, là, et criminelles. Ben oui. Puis, c'est ça pour... toi, quand t'as entendu, mettons, qu'il s'est pendu, c'est qu'il y avait aussi peut-être une autre théorie comme quoi que il était pas tout seul dans cette histoire-là. Ben, c'est parce que ce gars-là en savait énormément. Ouais. Et il y avait des complices, tu sais, dans le sens, il y en avait, tu sais. C'est sûr. Oui, mais le numéro 2, un gars qui s'appelle The Snake, ou une femme, on sait pas, mais il dit que c'est un homme. J'y ai parlé sur le Darknet, sur un forum, on a échangé, on a fait des... puis on le sait que c'est lui parce qu'il y avait comme... On a vérifié la clé PGP, là, qui est comme une clé unique du, tu sais, je veux dire, de crypter, que c'est lui. Qui était le numéro 2, puis il a relancé Alphabet depuis. Mais tu sais, donc il y avait d'autres gens qui étaient comme, OK, mais peut-être qu'il va nous balancer, peut-être qu'il va donner de l'information sur nous, tu sais. Il y avait de l'information sur d'autres personnes, puis c'est peut-être ça qui a fait en sorte que certaines personnes vont dire il a peut-être été assassiné parce qu'il y avait
il avait accès à de l'information. Puis il était riche, ce gars-là. Là. Je veux dire, comme les cryptos qui étaient dans son portefeuille, aujourd'hui, là, ça vaut... Je me trompe peut-être, mais ça vaut des milliards. Là. C'est ouais, c'est fou, là. Je veux dire, c'est comme un early adopter de la crypto-monnaie. Là. Donc, ce gars-là était excessivement riche. Donc, Alexandre Caz, tu sais, fait que la valeur de ses portefeuilles puis des clés, des mots de passe de ses portefeuilles, c'est comme... Comme je te dis, il y a toutes sortes de théories du complot. Mm-hmm. Puis toi, qu'est-ce que tu penses de ça? Je le sais pas. Je le sais pas. Pour vrai, moi, j'ai parlé avec son meilleur ami. Il avait jamais parlé avant. Puis, il me l'a dit, quand il est venu à Montréal, quelques mois avant son arrestation, il était hyper stressé. Il savait que de quoi qui s'en venait? Ouais. Oui, parce que, en fait, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a un informateur, un espèce de hacker white hat qu'on appelle, là. C'est comme un hacker qui teste le système pour les bonnes raisons, là, tu sais, puis qui avait trouvé son nom, puis il avait trouvé c'était qui, puis il avait contacté le FBI, puis le FBI avait rien fait avec l'information au départ avec ça. Fait, le gars a fait « Ah ouais, ben ok, d'abord, je vais aller donner l'information. Je vais challenger Alexandre Caz. Fait qu'il savait que quelqu'un avait trouvé son nom. Mm. Donc, puis des fois aussi, quand la police fait rien, c'est parce qu'ils sont déjà en train de préparer de quoi. Il y a déjà une enquête. Ça se peut. Mais ce gars-là, ce hacker-là, donc il avait déjà contacté Alexandre Caz pour lui dire « Je sais t'es qui. » Ouais. Fait qu'il savait que la soupe chaude, la soupe a commencé à être chaude, puis... Mais pourquoi ils font ça, ils ont pas peur de... Chris, le gars qui a 1 milliard, man, il va engager quelqu'un pour te tirer. Il y en a plein sur son site qui sont prêts à... C'est pas, mais tu sais... Mais là, ce qu'il avait dit aussi, c'est que... Tu sais, lui savait que probablement que s'il se faisait arrêter par les Américains, ce qu'il aurait dit à son ami, c'est que si je me fais arrêter par les Américains, je me passe. Je m'enlève la vie. Parce qu'il savait que Russell Brick, qui est le gars qui avait créé Silk Road, donc Dread Pirate Roberts, qui était son surnom sur ce site-là à l'époque, lui est arrêté par la DEA. Puis, il est prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. La seule chose qui pourrait le faire sortir de prison, c'est un pardon présidentiel, puis ça risque pas d'arriver étant donné que c'est un dealer de drogue, là, tu sais. Donc, lui savait qu'il s'en allait là. Mais il aurait pas pu avoir, tu sais, des fois, ils font ça, tu sais, des experts, même des génies du crime, là, tu sais, des fois, ils les engagent pour justement les aider à comprendre. Il voulait pas collaborer. Ouais. C'est ça qu'on en comprend. Donc... Puis l'autre, il voulait pas accepter ça, Alexandre. Mais il avait dit à son meilleur ami que si c'est les Canadiens qui m'arrêtent ou si c'est les Thaïlandais qui m'arrêtent, je vais faire face à la musique, mais si c'est les Américains, je m'enlève la vie. Son ami lui a dit. Puis il avait aussi dit à sa femme thaïlandaise qui voulait s'enlever la vie, mais elle avait pas comme... Elle pensait que c'était une façon imagée de dire ça. Puis il aurait dit aussi à une espèce de haut gradé policier qui l'a arrêté en Thaïlande, qui voulait faire ça. Fait que tu sais, c'est comme... Il y avait certains indices qui menaient à ça. Fait que moi, franchement, tout porte à croire à un vrai suicide, mais il y a quand même des zones d'ombre qui font en sorte que on va toujours douter. Fait que comment ça s'est terminé, cette histoire-là? Juste demain? Il s'est enlevé la vie. Ouais. Puis là, c'était tout arrêté là, puis... Ben, sa mère essaie encore de trouver des réponses. Elle y croit pas. Sa mère y croit pas encore. Mais j'invite à checker le documentaire. Ouais, c'est ça. Ouais. OK. Ben, en tout cas, man, moi, j'ai hâte en crise de regarder ça. Là. Pour vrai, c'est des sujets fascinants. C'est sur tout.tv. Tristement fascinants, des fois. Là.
Je vais t'inviter à poser... non, je vais t'inviter à répondre à des questions que j'ai justement, parce que ça, comme je l'ai dit au début, tu fais aussi pas juste des documentaires, mais tu fais aussi des reportages sur certains sujets qui se passent dans l'actualité. Puis moi, je me demande comment tu fais pour choisir ton sujet. Tu sais, c'est... Moi, j'aime dire qu'un bon sujet en amène généralement un autre. Tu sais, quand tu me dis, d'où ça vient tes contacts avec pour les armes à feu, je veux dire, ça vient d'autres reportages que j'ai fait dans le passé. Fait que, tu sais... T'en fais un, puis là, ça, tu fais, ça a l'air intéressant, ça va être mon prochain. Exact. Tu sais, okay. Puis, en ce moment, je travaille beaucoup sur la question des opioïdes, sur la question de la crise des surdoses. Tu sais, j'en ai fait des reportages là-dessus. Tu sais, donc... Tu sais, je travaille sur un documentaire aussi sur la question de des mâles alpha, de l'influence d'Andrew Tate. Tu sais, je veux dire, ça a un lien avec le reportage la série documentaire qu'on a faite sur Alexandre Caz, Alphabet. Tu sais, c'est des questions qui me... C'est ça. Puis j'aime beaucoup tu sais, je veux dire, j'aime beaucoup les ondes d'ombre, tu sais, les endroits où les gens vont pas nécessairement, le monde interlope, les questions complexes. Tu sais, je veux dire, pendant la pandémie, tu sais, j'ai passé 8 mois avec des opposants à mesures sanitaires. J'étais dans un camion à Ottawa pendant le convoi de la liberté. Comment t'as été reçu, justement? Moi, j'ai bien été reçu, franchement. C'est drôle quand même, parce que s'il y en avait une gang fâchée contre les journalistes... Puis Radio-Canada en particulier, là, c'était eux autres. Ben, TVA aussi. TVA aussi, t'as raison. Les deux. Ben, d'un... Ils t'ont fait confiance. Ils me faisaient confiance parce que, tu sais, moi, j'ai jamais été complaisant avec ces gars, avec ces gens-là. Mais tu sais, je veux dire... Après le podcast, tu sais, un gars comme Steve Lartis était relativement content du reportage, il me faisait encore confiance, il m'a présenté à du monde, on s'est pointé là-bas. Puis souvent ces sujets-là, c'est pour ça que je les trouve fascinants, c'est qu'on a comme un a priori, même comme journaliste. Tu sais, souvent les journalistes, on se tient tous ensemble, on habite tous en même place, on est, tu sais, tu comprends, on est tous à la ligne orange. Puis, tu sais, puis on a certains a priori, puis on tend pas nécessairement le micro parce qu'on pense que ces gens-là vont nous dire non. T'sais. Même les criminels, je veux dire, des fois, il s'agit juste de demander, puis ils nous disent oui. Puis... Mais moi, tu sais, que j'avais pas aimé avec les journalistes, c'est qu'il y en avait bien qui ont tombé facilement dans... Ben, tu sais, les traités de coucou, là, d'édenté, là, tu sais, puis tu sais, moi, il y a du monde que, tu sais, qui aime pas, mettons, qu'est-ce que le gouvernement a fait, puis tu sais, c'est du monde bien intelligent, là, avec des diplômes, puis tout ça, puis tu sais, des réduire facilement à ça, tu sais, je trouvais que c'était... Puis c'est ça que je trouvais triste, tu sais, ça vient de journalistes, du monde, tu sais, que moi, je considère très important, tu sais, fait que... Ouais, mais moi, je pense que pendant la pandémie, il y a eu certains médias qui ont... capitaliser là-dessus? Ben, probablement, mais en tout cas, en même temps, je veux dire, c'est l'œuf ou la poule. Les gens lisent ça, fait qu'on leur... On couvre ces questions-là. On couvre ces questions-là, fait que les gens lisent ça. Tu sais, je veux dire. Mais après, je pense qu'il y avait vraiment une vraie question. En fait, tu sais, je regardais des fois le Journal de Montréal, puis tu sais, les touristes tata, c'était dans le titre de l'article, tu sais. Mais pas une chronique, là, pas un texte d'opinion, là, un texte factuel. Je pense que là, c'était réel. Moi, je pense il y avait une limite il y a une limite qui a été dépassée, là. Une ligne transgressée. Comme, il y avait des chroniques, tu sais, c'était comme le Covidio du jour, là. Tu sais, c'est comme, c'était... Fait que ça, genre, moi, je pense qu'on s'aide pas. Puis moi, pourquoi je pense que les gens m'ont accepté, même si j'ai confronté, j'étais pas là pour relayer, parce que ces gens-là, il y avait de la non-science, là, il y avait des absurdités, puis je veux dire, des inepties, parfois même comme dangereuses pour la santé publique, là, qui est dangereuse pour la santé publique, qui était véhiculée, mais en même temps, c'est comme, si tu t'assois pas pour poser des questions à ces gens-là, puis t'essaies de comprendre d'où ils viennent. Tu sais, moi, pendant le convoi de la liberté... Sans les ridiculiser, moi, pendant le convoi de la liberté, j'avais des collègues, des patrons qui me disaient genre,
on a assez entendu parler, tu sais, de ces gens-là, tu sais, pour leur donner comme ce micro-là. Ben, je m'excuse, mais on a parlé d'eux, mais on leur a pas tant donné le micro. Dans le sens, on était là, c'était mur à mur dans les médias. Mais rarement, on leur tendait le micro puis on leur disait « Hey, pourquoi vous êtes là? » Tu sais, genre, sans, au-delà de juste des images de gang de drôles dans un spa. Mais tu sais, parce que c'est correct, mettons, qu'on fait un portrait de tout ça, mais tu sais, de montrer juste les pires, entre guillemets, ben, tu sais, moi, je trouve que c'est un peu du sensationnalisme, puis de faire, c'est ça, des raccourcis. Tu sais, moi, j'ai plein d'amis qui sont allés marcher là-dedans parce qu'ils étaient tannés il y avait des raisons, ils étaient tannés des mesures sanitaires, puis tout ça. Fait que, tu sais, puis ce monde-là, c'est pas des caves, ils avaient le droit d'être là. Puis, tu sais, des fois, quand on voyait que c'était réduit que à... Ben, c'est des coucous, c'est du monde. Tu sais, c'est sûr qu'il y en avait, là, de ça, mais il y en avait. De dire que c'est que ça... Il y avait toute qu'une faune hétéroclite et étrange, là, au convoi de la liberté. Là, ça a duré 3 semaines, là, une occupation de la capitale d'un pays du G7. Là, c'est quand même particulier, là. Mais il y en avait. Puis il y avait, tu sais, je veux dire, Pat King, qui est le gars qui avait parti un peu je pense que c'est un gars de l'Ouest, là. Je pense que c'est un gars d'Alberta, sauf erreur. Tu sais, je veux dire, il y a eu des commentaires racistes. Tu sais, je veux dire, c'était comme... C'est vrai, là, qu'il y avait de ça, mais en même temps... Tu sais, moi, les gens... J'ai parlé notamment avec des camionneurs, des vrais camionneurs, qui n'avaient pas envie d'avoir le vaccin. Qui suis-je pour te dire, pour t'obliger à te faire vacciner? Puis après... Surtout de te dire que t'es un épais. Puis aussi, lui, ce qu'il disait, il dit, check, nous autres, on était là au début de la pandémie. On traversait la frontière là, pour, tu sais, comme alors qu'on savait rien sur le virus. On rencontrait personne. Puis il n'y a aucun cas d'éclosion lié aux camionneurs. Puis là, tu veux m'empêcher de traverser la frontière parce que écoute, je veux dire, je suis pas là pour être d'accord ou pas avec... Mais il y a des questions à se poser. Mais le gars pose des questions, puis il manifeste, il a le droit de manifester. C'est légitime. Je veux dire, moi, c'est... Mais c'est vrai que, tristement, t'as des gens gourous, extrême droite, la violence... qui vont instrumentaliser exactement, ça pour pouvoir c'est avancer leur agenda politique. Mais je veux dire, le deuxième... T'sais, on l'a su par la suite qu'il n'y avait pas de fondement scientifique au confinement, comme au couvre-feu, pardon. Il n'y en avait pas de fondement scientifique au deuxième couvre-feu. Non. Ben, c'était peut-être légitime que certaines personnes posent des questions. Ben ouais, puis qu'ils soient en tabarnak, là, aussi. Ouais, c'est ça que, mettons, j'aimerais ça avoir ton opinion sur quelle qualité tu trouves qu'on a comme journalisme au Québec? Ben, il y a de l'excellent journalisme qui se fait au Québec, tu sais. Il y a puis genre, sérieusement, dans tous les médias, il y a des bons journalistes, tu sais, comme... il y a de la rigueur. Je pense que dans les dernières années, il y a vraiment... Puis ça continue, là, mais un âge d'or du journalisme d'enquête. Tu sais, le bureau d'enquête au Journal de Montréal fait des trucs extraordinaires. L'émission Enquête fait des trucs extraordinaires. L'équipe d'enquête à la presse fait des trucs extraordinaires. Tu sais, il y a comme... Félix Séguin, je l'adore. Marie-Maude Denis, là, aussi. Il y a des super bons trucs qui se font. Tu sais, c'est comme... Puis, c'est pas facile. Ça prend du temps. Ça coûte cher. C'est long, faire de l'enquête. Ça se quantifie pas avec des clics nécessairement, tu sais, fait que c'est comme, c'est pas évident pour un média de s'aventurer là-dedans, puis je pense que c'est vraiment cool qu'il s'en fasse autant. Quelle place a le sensationnalisme, tu sais, dans un monde où il y a énormément de compétition en termes de divertissement, en termes de contenu, fait que tu sais, quelle place a le sensationnalisme au journalisme? Moi, je pense que, en tout cas, c'est juste que ce terme-là est un peu comme alambiqué, mais c'est que je pense que c'est normal qu'il y ait un peu de sensationnalisme où, tu sais, on raconte des histoires, il faut capter l'attention, surtout sur Internet à cette heure, dans le sens que il y a tellement de stock qu'à un moment donné, il faut que tu captes l'attention des gens. Moi, là où j'ai vraiment un problème,
c'est ce qu'on appelle le clickbait. Mhm. C'est que si tu mens Mhm. pour amener À cliquer. l'auditoire à cliquer ou les lecteurs à cliquer sur ton truc, puis ils arrivent sur ton site, puis c'est pas ce que tu avais vendu, Mhm. là, j'ai l'impression que, en fait, c'est du mensonge, puis c'est comme, c'est de la rigueur journalistique, c'est de la crédibilité qui est comme, c'est ça qui est entaché. Après, le sensationnalisme, comment dire, si ça se fait au détriment du respect, ça se fait au détriment, souvent parce qu'il y a comme, le sensationnalisme est souvent associé aux faits divers, par exemple, aux affaires criminelles. Si ça se fait au détriment du respect pour les victimes, pour les gens qui vivent des événements fâcheux, moi je débarque. Mais je sais pas, c'est comme je sais pas trop quoi penser de ce terme-là, dans le sens que il faut capter l'attention du monde. Mais tu sais, c'est ça, moi je fais la même affaire avec mes extraits, tu sais, j'essaie de faire du clickbait, mais le plus dans le respect possible de mon invité. C'est ça. Tu sais, genre, même si maintenant, tu sais, j'ai tout le temps le souci de faire, c'est-tu pris hors contexte, tu sais, parce qu'il faut que je coupe une petite partie pour pouvoir, tu sais, donner un avant-goût, hey, ça va être quoi, puis inciter le monde à vouloir l'écouter, tu sais. Mais à chaque fois, tu sais, je le réécoute, puis je le fais écouter à ma blonde, qui connaît rien du contenu qu'elle va voir, fait juste pour me dire... Un regard extérieur. Ouais, puis est-ce que c'est pas pris hors contexte, certaines affaires, là, tu sais. Ouais, mais c'est pas évident aussi, c'est qu'aussi les gens comprennent pas. Moi, tu sais, je suis chanceux, je fais généralement des longs reportages, tu sais, ou des longs podcasts, ou des longs articles, puis je travaille en documentaire. Fait que je suis tout le temps un peu dans le long terme, ou dans le moyen. Je fais des plus petits articles aussi, mais tu sais, comme les gens, faire un reportage, souvent, là, les journalistes, là, on sait pas ce qu'on fait le matin, puis notre reportage est à 6 heures aux nouvelles, ou il est dans le journal le lendemain matin. Je veux dire, c'est sûr qu'il y a des raccourcis qui sont pris. Mais il faut que ça soit pris, faut que ça soit fait dans les normes et pratiques journalistiques, de façon rigoureuse. Mais je pense que c'est difficile pour la population, en tout cas pour le public en général, de comprendre comment ça se fait en fait un article, ça avec quoi on travaille, c'est difficile, puis l'autre chose, je pense qu'il y a bien du monde qui font pas la différence. Puis c'est difficile comment dire, la littératie journalistique, là, les gens font pas nécessairement la différence entre un journaliste, un chroniqueur. Un éditorialiste. C'est ça, exactement. Puis même des fois, genre, les codes de la publicité vont jouer dans les codes du journalisme. Mm-hmm. Tu sais, je veux dire, il y a du contenu de marque. C'est mêlant, tu sais. Ouais. Puis des fois, c'est ça, à défaut de la personne qui écoute, là, tu sais, c'est tough suivre. Moi, je trouve ça plate, man. Des fois, la radio, ça me tente même plus d'écouter ça. Puis c'est plate parce que j'adore l'actualité, puis j'aime beaucoup apprendre, puis savoir qu'est-ce qui se passe dans le monde, qu'est-ce qui se passe dans mon Québec, là, tu sais. Ouais. Mais, tu sais, mettons, je sais pas, quand on n'arrête pas de me passer Donald Trump, puis dire qu'il est de l'extrême droite, puis, tu sais, puis c'est tout le temps... On dirait qu'il prend le pire pour pouvoir faire le pire portrait qu'ils peuvent faire de lui. Puis des fois, ça vient fucking lourd. Puis là, je prends Donald Trump en exemple, mais on dirait des fois, c'est qu'ils mettent beaucoup de leurs valeurs au lieu... Tu sais, ils me disent quasiment comment penser au lieu de me dire qu'est-ce qui s'est passé, il est arrivé ça, il y a eu ça, voici quelle personne en pense, puis ça, l'autre personne en pense, et c'est ça, tu sais. Mais tu sais, moi, je veux pas me mettre au-dessus de personne, là. C'est la dernière affaire que je veux faire, mais tu sais, je pense que si on parle de Donald Trump, il en a dit un paquet d'inepties, puis tu sais, ce qu'il a fait avec ce qui est arrivé au Capitole, il y a des faits, là, tu sais, je veux dire, je sais pas quoi, il y a combien de poursuites, tu sais, puis, mais après... Moi, là où je pense ce à quoi il faut faire vraiment attention, c'est de juger les gens qui votent pour lui. C'est ça que je trouve. Puis c'est la même chose comme pour en revenir à. On le vit au Québec aussi, là, avec Éric Duhaime, tu sais, dans le sens, avec les mesures sanitaires, puis j'ai envie de te dire, même, on parlait du discours masculinisme, là, tu sais, Andrew Tate, il y a des millions de personnes qui se reconnaissent dans ce gars-là. Comme, au lieu de dire ce sont des ci, ce sont des ça, peut-être essayer de comprendre pourquoi ils se retrouvent dans ces discours-là. Pourquoi ils votent pour Donald Trump? Pourquoi on vote pour Éric Duhaime? Pourquoi au lieu d'essayer de les juger. Exact. Je pense que c'est ça parfois qui est fait. Ben moi, c'est ça, c'est juste...
C'est ça, tu sais, mon chum m'a amené, il est dans mon podcast, il avait fait une grosse montée de lait là-dessus, là, tu sais, mais j'étais un peu d'accord avec ce qu'il disait, dans le sens que on a de moins en moins, on dirait, de l'information factuelle et plus d'opinion. Mais ça c'est un fait, là. L'opinion, ça vend. Mais au-delà de l'opinion, les trucs factuels, tu sais, c'est quand on fait des reportages comme ça, en se posant, en oubliant une partie de l'histoire parfois, c'est qu'on s'antagonise aussi, tu sais, c'est comme, tu sais, si tu te sens pas représenté avec par les médias, ben... Tu vas aller le chercher ailleurs. Ben c'est ça. Puis on est tous perdants, tu sais. Mm-hmm. Est-ce que le milieu des médias est en santé au Québec? Ben, t'as vu le nombre de coupes chez Bell, à TV, à Québécois, Radio-Canada, il y a des compressions qui ont été annoncées. Radio-Canada, il y a des compressions qui ont été annoncées. Je pense que on vit pas les meilleures années du journalisme en termes de force journalistique, dans le sens de gens engagés. Il y a bien du monde qui ont été mis à pied, malheureusement. Après, si tu regardes la presse qui annonce quand même que grâce aux dons, ils entrent dans leur argent, mais en plus, ils mettent de l'argent de côté pour faire du grand reportage. Je pense que, puis je pourrais en revenir à ce que je disais tantôt, il y a de l'excellente enquête qui se fait au Québec, puis ça, c'est vraiment un symptôme d'un journalisme qui est en santé. Fait qu'il y a de l'excellent journalisme. Après, je pense que toute la question des géants numériques, la publicité, vient mettre du sable dans l'engrenage, puis tu sais, Facebook, tu sais, ce qui se passe avec... Ouais, qu'est-ce que tu penses de ça, toi? Ben, c'est dommage, là. Je veux dire, il y a une grande partie de la population qui a plus accès. Tu sais, je veux dire, c'est comme... Je pense que c'est Facebook qui prend en otage, tu sais, les médias, puis... Tu sais, je veux dire, Google paie pour le contenu, Apple paie pour le contenu. Je ne vois pas pourquoi Meta le ferait pas, tu sais, je veux dire, il l'utilise, puis... Mais c'est quoi, je sais pas si tu as suivi le sujet, là, mais tu sais, c'est quoi qui se passe? Parce que c'est que, dans le fond... parce que, tu sais, la façon que Facebook se défend, c'est qu'il fait, ben non, nous autres, au contraire, on est une tribune, une plateforme pour pouvoir offrir votre contenu, tu sais, que vous ayez des abonnés qui vont aller cliquer sur vos affaires. Mais c'est comme, je veux dire... Mais c'est quoi? C'est que quand ils cliquent, est-ce que c'est ça? C'est que quand ils cliquent sur, mettons, votre article, il est transféré dans un navigateur privé à Facebook. Non, c'est juste de redonner des redevances par rapport à la publicité, en fait, là. Parce qu'il y en a plein qui font ça, tu sais, comme, mettons, que je connais, on va dire, je sais pas, là, des sites à potins, là, qui font du cash avec ça. Ils vont mettre, je sais pas, ils vont mettre plein de memes dans la journée, puis là, ils vont mettre un article, puis là, le monde va aller cliquer là-dessus, tu sais, c'est du clickbait, là, comme on parlait tout à l'heure. Mais avec toute la publicité qu'il y a sur ce site-là, ils font plein d'argent, tu sais. Ouais. Puis je sais qu'il y en a qui font du gros crise de cash en faisant ça, fait que je me dis, en sachant ça, pourquoi que les sites, justement, Journal de Montréal et compagnie, ils font pas ça, tu sais, ce modèle d'affaires-là. Mais il y a de la publicité sur les sites. Mais c'est ça le problème, c'est que si on regarde les chiffres, une énorme partie des revenus publicitaires qui étaient auparavant dédiés aux médias, c'est tout rendu sur Google puis Facebook, puis c'est rendu là-bas. Mais en même temps, Facebook, Google profitent du travail journalistique pour amener du monde, du contenu sur son site, sur les sites. Donc, ce que les médias demandent, c'est donnez-nous une part du gâteau qui nous revient, tu sais, dans le sens... Puis, tu sais, c'est un peu comme t'es humoriste, bon vieux truc de comme, ben là, je te donne la visibilité, là, tu sais, c'est comme, viens faire un show chez nous, là, je vais te donner 2-3 bières, tu comprends, ça va être bon pour ton cred, c'est la même affaire, je veux dire, on vous donne une plateforme, ben non, tu sais, je veux dire, oui, mais tu fais de l'argent grâce à la publicité, grâce à, qui se trouve quand il y a mon article qui est là, tu sais. Puis, je pense que c'est juste de bonne guerre, puis c'est aussi, c'est des... Il en va de la... Tu parlais de la santé
des médias, il y en a de la santé des médias. Tu sais, c'est pas pour rien que, tu sais, je veux dire, c'est pas gratuit. Il y a quelqu'un à un moment donné qui a décidé que l'information c'était gratuite, là, je veux dire, sur Internet. Genre, c'est dommage, mais non. Tu sais, je veux Mais dire, la qualité descend, c'est ça aussi. Ben, la qualité descend, mais en même temps, regarde, je veux dire, la presse, New York Times, Le Devoir, ça va bien, ces magazines. C'est parce qu'il y a des marques, tu sais, radio. Tu sais, il y a des marques, fait que les gens vont vers ces médias-là pour de la crédibilité, tu sais, je veux dire, quand il y a une crise, les gens se retournent vers ces médias-là automatiquement, tu sais, vers ces gages de qualité-là. Ça m'amène à poser la question, si tu es à l'aise d'y répondre, c'est qu'est-ce que tu penses justement des abonnements de tout.tv extra, là? Tu sais, ça a fait un peu scandale avec La Petite Vie. Je sais pas. Je sais pas quoi en penser. Pour être ben honnête, là, je suis pas... tu sais, je pense qu'il y a des questions intéressantes, tu sais, dans le sens que... Tu sais, tout.tv, encore une fois, fait compétition au Netflix, au Crave, au Amazon de ce monde, au Disney+. Donc, il essaie de naviguer là-dedans. Mais en même temps, je pense que c'est vrai aussi que... En tout cas, je pense qu'il y a des bons points qui sont amenés par les compétiteurs à tout.tv de dire, ben là, vous êtes déjà subventionné. Je vois pas pourquoi on voudrait... Tu sais, je vois pas pourquoi le public paierait en plus. Mm-hmm. C'est supposé d'être un service public. Ça s'appelle un service public. Donc, je pense qu'il y a des questions qui se posent là, mais tu sais, je pense que c'est un débat qui est intéressant. Mm-hmm. Ben ouais. Puis en plus, tu sais, sachant tout ce qu'on a su tu sais, par la suite, tu sais, quand ils ont demandé de l'argent, mais en même temps, on a appris que les cadres, ils se donnaient des bonus. Où ça? À Radio-Canada, tu sais, qui se donnaient des bonus, fait que, tu sais, c'est pas... Je suis pas sûr de ça, mais ça se ouais. peut, je sais pas. Mais après, ce qu'il faut savoir, c'est que la culture en général, la télé, est largement subventionnée, là, que ce soit TVA, Bell au Québec. Je veux dire, il y a beaucoup, 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 beaucoup d'argent public en subvention, en crédit d'impôt, que ce soit au niveau fédéral, provincial. Il n'y a pas que Radio-Canada qui reçoit de l'argent, mais sans joke, c'est un petit peu au-dessus de ma tête. Tout ça. Ouais. Moi, je raconte des histoires. Ouais. Mais en même temps, c'est ça, je me demande, tu sais, est-ce que, tu sais, quand tu choisis un sujet de même, on va dire de quoi de sensible comme celui-là, puis tu sais, toi, t'es engagé par Radio-Canada, est-ce que, mettons, t'as une ligne directrice à prendre ou un côté tu peux pas aller parce que conflit d'intérêt ou parce que... Ah oui, mais tout ça, c'est, je veux dire, comme c'est en ligne là, sur Radio-Canada, les normes et pratiques journalistiques ou le guide de déontologie de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec dont je suis membre, tu sais, c'est comme, il y a clairement un carré de sable, là, tu sais, je veux dire, il y a des, comme tu l'as dit, conflits d'intérêt, accepter de l'argent, tu sais, je veux dire, les sources. Je pense que je me suis mal exprimé. Je veux dire, ma tante, tu sais, si toi, je sais pas, là... Une ligne éditoriale, tu voulais plus ouais, dire. c'est ça. Tu sais, ma tante, je sais pas, là, moi, je suis fucking souverainiste, là, tu sais. Ouais. Est-ce que tu préfères comme un reportage qui encourage le souverainisme? Non, moi, c'est les faits, tu sais, je veux dire, c'est comme... Tu sais... Même si tantôt, on mettait en question certains articles, justement, qui avaient été faits par rapport aux normes, aux mesures sanitaires, tantôt, tu sais. Ben, moi, c'est les faits, tu sais, dans le sens, c'est... Mais après, il y a des faits comme, tu sais, genre... les changements climatiques, c'est rendu un fait. C'est de la science, tu sais, c'est comme... fait que, moi, je me base sur les faits, je me base sur la science, j'essaie tu sais, aussi, après ça, quelque chose qui est difficilement quantifiable, c'est d'essayer de donner le plus possible la parole à tu sais, comme que les reportages soient équilibrés. Mais moi, il n'y a pas de force occulte qui me pousse à parler d'une affaire ou qui me dit de ne pas parler à une autre affaire, d'un autre truc. Il n'y a pas de... une ligne directrice. Non. OK. Parce que c'est ça, moi, je me demandais, tu sais, d'un fois, si il y en a pas qui, mettons, Puis là, tu sais, j'ai dit Radio-Canada, mais peu importe, là, tu sais. Ouais, non, c'est... Mais il y a des...
théorie du complot dans tous ces trucs-là. Puis aussi, l'autre truc, c'est qu'il y a aussi des éditoriaux où là, t'as réellement la vision du journal, du journal. Comme la presse a toujours été fédéraliste, puis ils vont toujours le devenir, le demeurer, parce que c'est ça la position éditoriale. Mais ça, c'est pas les journalistes, c'est la direction du journal. OK. Puis toi, c'est les éditorialistes. Toi, on t'impose pas de sujet ou... Moi, je fais partie de ces journalistes chanceux, puis des fois, comme on m'en propose, comme on m'affecte là, à certains reportages, mais comme généralement, c'est moi qui pitch mes histoires. On t'a-tu déjà proposé des sujets de marde, comme voici le le plus vieux chien qu'il y a? Ben, tu sais, il n'y a pas de. On dit, il n'y a pas de petites histoires, juste des petits journalistes, mais. Je veux dire, j'en ai fait là, de l'actu quotidienne, puis t'en fais des petits reportages, parce que c'est ça qui se passe aujourd'hui, puis c'est bien correct. Okay. Sans jour, il faut qu'il y ait du monde qui fasse ces reportages-là. C'est ça, fait que tu l'accueilles si jamais c'est pour arriver. Ouais, c'est ça. Mais moi, je suis chanceux de faire des reportages, de pouvoir proposer mes sujets, parce que c'est des trucs qui m'intéressent. Je suis super chanceux, mais non, tu sais, je veux dire, la couverture quotidienne, elle m'alimente aussi dans ce que je fais. Là. OK. Ben, j'ai pas mal tout posé mes questions, mon gars. Hey, merci Simon. Merci à toi. Merci beaucoup. Puis là, on a un beau cadeau des commanditaires, justement, de procafetière.ca et des cafetières Bellucci qui t'offrent un beau cadeau. Puis là-dedans, tu peux checker qu'est-ce qu'il y a. C'est un beau sac de café, mon gars. Avec ta tasse à toi qui est de chez Pro Cafetière pour toi. Cool. Fait que un gros merci, man. Puis y a-tu quelque chose que t'aimerais plugger avant qu'on termine le podcast? Si le monde veut te suivre, s'il y a des projets qui s'en viennent. Ben, L'Arme du crime qui est sur tout.tv en ce moment. Allez voir ça. Ouais. Y a-tu un projet qui s'en vient que t'aimerais parler? Ben, ça sort pas tout de suite. Okay. Donc, éventuellement, sur mes réseaux, je partage tous mes projets. Ben, parfait. Hey, encore une merci fois, à toi. Gros merci Simon Coutu. Merci beaucoup tout le monde d'avoir écouté. Puis gros merci à procafetière.ca. On se revoit la semaine prochaine, tout le monde. Ciao! Fait que c'est qu'est-ce qui termine le podcast de cette semaine. Fait qu'encore une fois, un gros merci à mes commanditaires, à les cafetières Bellucci. On a aussi notre collaboration avec Café Vrac pour le mélange WhatsApp. Allez vous le chercher au procafetière.ca. Utilisez le code promo JER20 pour avoir 20% de rabais. Fait qu'un gros merci à procafetière.ca. Et aussi, un gros merci à Simon Coutu, journaliste Simon Coutu. Allez écouter toutes ses affaires, allez écouter tous ses documentaires sur celui qui a parlé, L'Arme du crime. Ben, tous ces documentaires sont tous intéressants. Allez écouter ça. Ou sinon, cette semaine, je vous dis un gros merci. On se revoit la semaine prochaine, tout le monde. Ciao! It's the What's Up Podcast. What's Up Podcast. What's Up Podcast. Avec Jeremy Alain. Yeah! Pom, 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 pom.